Sur la ligne, épisode 20, en compagnie de Nicolas Richard en haut à droite de votre écran et Hugues Léger tout juste en bas. Comment ça va, messieurs? Commençons avec Nicolas. Comment ça va? Ça va extrêmement bien. De votre côté, messieurs, le temps, et on parle souvent de température, Alex, tu as remarqué dans nos intros, mais là, le temps est un peu bizarre, mais on va en parler plus tard aussi. Là, c'est dommage de voir que les cours de tennis ont été fermés pour la plupart là, jusqu'à l'été prochain, mais mine de ça va bien. Les filets disparaissent un à un en ce moment. Ouais, puis on pourra difficilement jouer à l'intérieur, en tout cas pour un certain moment. Là, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. On a un menu bien rempli, messieurs. Aujourd'hui, on reçoit Emna Achour, qui est une ancienne journaliste sportive qui évolue maintenant dans le domaine de l'humour. Elle a couvert beaucoup la Coupe Rogers, c'est pour ça qu'on l'a invitée. Elle va venir nous parler de sa nouvelle passion et de ses années de couverture de Coupe Rogers notamment. On va parler des Canadiens qui, pour l'essentiel, terminé leur année. Tournoi de Londres, Hugues va nous faire un petit résumé historique du tournoi. On va parler des forces en présence également. Et on va parler de ce qui est à venir pour les semaines à venir. Messieurs, je vous demande à vous deux, êtes-vous prêts? Bien sûr. Moi, je dis ready, play. Je voyais Nicolas qui riait. C'est le petit beau Snoop Dogg auquel tu n'es pas encore habitué. Le petit bout de trap année 2000 dans le Bronx qui me fait rire à chaque fois, mais c'est bien joué. L'intro allongée, parce qu'on a dû entrer Hugues Léger, tout à son honneur maintenant. Un grand moment dans sa carrière d'avoir son nom dans l'intro. Messieurs, avant qu'on passe à notre invité, je vais la faire se présenter elle-même, puisque là, elle nous a envoyé un petit démo, puisqu'elle est maintenant en humour. Je propose qu'on regarde un petit extrait ensemble, puis on va la présenter après. C'est bon pour vous, ça? Allez-y. Moi, c'est Emna. Presque comme il a dit le monsieur. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans, puis dans mon ancienne vie, j'étais journaliste sportive. Emna, bienvenue au podcast Sur la ligne. On t'a vu rapidement faire du stand-up. Tu es une ancienne journaliste sportive. T'évoques même ça dans ton numéro. D'abord et avant tout, là, explique-nous un peu comment ça s'est passé, cette transition-là entre sport et humour. Oui, d'abord, merci de me recevoir. Je suis super contente d'être parmi vous aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça. J'avais un peu fait le tour de ma carrière en journalisme. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé comme à 20 ans. Fait que je pense que c'est pour ça que je me suis peut-être tannée un peu jeune aussi. Je me suis tannée comme à 28. Puis, tu sais, moi, j'en mangeais du sport. Là, c'était ma vie, le hockey, le tennis. Puis, moi, je suis bien carriériste, mais en même temps, il faut vraiment que ça soit une passion. Puis j'étais comme en brainstorm de mais maintenant, si tu lâches le journalisme, qu'est-ce que tu vas faire que tu aimes autant que le sport, que tu as déjà aimé le sport, ou sinon même plus. Puis là, j'ai fouillé, brainstormé, puis en fait, ça m'a comme fait un déclic, c'était l'humour. L'humour, c'est un milieu qui me passionne depuis même avant que je connaisse les noms des joueurs de hockey du Canadien, là, tu sais. Puis je suis comme revenue à ça. J'avais un côté artistique, j'aimais beaucoup le théâtre, j'aimais beaucoup la scène, puis je l'avais comme mis de côté quand je suis devenue journaliste. Puis là, on dirait que j'avais besoin de le réexplorer, fait que je me suis lancée. Puis effectivement, mon premier numéro, là, qu'on a vu un petit extrait, j'aborde mon passé de journaliste et j'en ris beaucoup. Là, j'y vais dans l'autodérision, puis c'est ce numéro-là qui me fait connaître en ce moment. Fait que ça m'a servi au moins. Avant qu'on tombe sur le côté plus humoristique, évidemment, on t'a invité pour parler de tennis un petit peu. Parle-nous de comment c'était comme journaliste de couvrir la Coupe Rogers, parce qu'on s'est croisés presque à chaque été là, dans des couloirs, dans des conférences de presse. Là. Ouais. C'est quoi couvrir la Coupe Rogers pour une journaliste?
Moi, j'ai aucun, je suis aucunement neutre, là. La Coupe Rogers, c'est mon tournoi favori, tout sport confondu, tout pays, toute ville confondue, de tous les temps, là, autant en tant que fan que journaliste que, moi, à la Coupe Rogers, j'ai fait presque tous les rôles, là. À part, genre, décoller les gommes en dessous des sièges, là, j'ai presque tout fait. J'ai fait ma première Coupe Rogers en tant que bénévole en 2007. Puis entre 2007 et 2020, en 2020, malheureusement, il n'y en a pas eu à cause de la pandémie, mais j'ai été à toutes les Coupes Rogers sauf 2. Donc, soit en tant que bénévole, soit en tant que chef de bénévole, soit en tant que média. Donc, j'ai même mis mes plus belles couleurs. Ça, c'est comme un vieux, je ne sais pas si on le voit, là. Un vieux veston je pense, de ma première Coupe Rogers en 2007, justement, avec une vieille accréditation de bénévole. Ouais, j'y tiens beaucoup à ce tournoi-là. C'est devenu comme ma deuxième famille, la gang chez Tennis Canada, vraiment. Gardes-tu toutes tes accréditations? Oui. Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je vais voir chez nous avec toutes mes accréditations ou presque. Il m'en manque pas beaucoup. Est-ce que tu as une anecdote? Tu as vécu plein de choses comme journaliste, puis aussi, je pense qu'il y a 2 ans où la dernière, tu as travaillé pour Tennis Canada. Y a-tu une anecdote en particulier qui mériterait la peine d'être racontée? Ouais, dans le fond, dans les 3 dernières coupes, j'ai fait de la pige pour Tennis Canada, en fait. Vu qu'ils sont tellement devenus mes amis, on est devenus proches, j'acceptais des petits contrats pour écrire pour leur site web, dans le fond. Puis, dans le fond, il y a 2, pas cette année parce qu'il n'y en a pas eu, mais l'année d'avant, donc la dernière coupe qu'il y a eu à Montréal. Pour la première fois, j'écrivais non seulement pour le site web, puis je faisais des vidéos pour le site web de Tennis Canada, mais on m'a aussi proposé un contrat plus du côté marketing, donc avec les grands commanditaires et tout ça. Puis un des mandats, c'était, vous l'avez peut-être vu passer dans des années précédentes, tu sais, la personne qui interviewe les joueurs dans les chars officiels de la Coupe. Et cette année-là, c'était BMW. Et là, moi, on me propose ça. Je me dis, mon Dieu, ben oui, ça a l'air le fun. Je vais conduire une belle voiture. Je vais interviewer les joueurs sur la banquette arrière. Pourquoi pas? Puis là, on m'avait comme pas vraiment bien préparé, ou en tout cas, j'avais pas assez posé de questions, mais ce que je savais pas et ce que j'ai appris comme la veille de ma première journée de tournage, tu sais, moi, on m'a dit, tu vas conduire la BM, mais comme, moi, dans ma tête, on allait faire semblant, on allait se promener dans un parking vide. Puis là, ils m'ont dit, ouais, non, Amina, là, les joueurs, ils ont un horaire très chargé, ils n'ont pas le temps de faire des tournages comme ça, fait que si tu les interviews, il faut qu'en même temps, tu les amènes à leur hôtel ou que tu les amènes de l'hôtel au stade. Là, moi, je suis un gars, pardon. Là, moi, il faut que je prépare une entrevue, que je pose des questions, que je prépare des relances à leurs questions, tout en conduisant à Montréal, au centre-ville, au mois d'août. J'étais comme, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous me demandez? En tout cas, fait que j'étais super stressée. Tu sais, les cônes oranges, en tout cas, là, ça avait aucun sens. Fait que déjà, tout ce stress-là. Puis en plus, on me dit, Amina, en même temps, c'est comme une pub pour la voiture. Fait qu'il faudrait qu'on te voit à la caméra utiliser les features de la voiture, par exemple le GPS. Et je me dis, OK, fait que là, mettons, je pense, ah oui, c'était le pauvre Borna Choric, que je m'excuse encore, j'espère qu'il se rappelle pas de moi, mais j'ai l'impression qu'il se rappellerait de moi après cette épopée. Je l'amenais jusqu'à son hôtel. Puis, dans le fond, je le prends, là, c'est ça. Dès qu'il s'assoit, c'est comme les caméras tournent. Fait que je pars à mon entrevue. Mais c'est un homme de peu de mots, ce Borna. Fait que, tu sais, je patine. Puis je rentre effectivement dans le GPS intégré de la voiture, l'adresse, et il décide de m'amener genre à la grande tour de Radio-Canada. Comme c'est pas du tout au centre-ville. Moi, je suis pas, tu sais, je suis pas en train de me concentrer sur la route tant que ça, puis sur le chemin que je prends, parce que j'essaye de penser à mes questions puis à ses réponses. Fait que je me rends pas compte que je me retrouve là tout d'un coup, puis là, je fais comme ah shit, c'est sûr, c'est pas ici. Donc je me dis bon, je vais m'arrêter quelques secondes. Je suis pas supposée, mais je vais mettre le GPS sur mon téléphone parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis je vais cacher mon téléphone subtilement, en tout cas. Puis là, je repars dans les rues étroites qui sont perpendiculaires à la rue au boulevard René-Lévesque à Montréal. Des rues, je le rappelle, très étroites. Et donc, avec toute l'émotion, avec le GPS qui parlait, avec Borna qui voulait pas tant que ça être là, avec tout ça, à un moment donné, je roule, puis j'entends « POW! »
Et là, je fais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, heureusement, mais malheureusement pour vous, parce que ce footage ne sera jamais publié au grand jour, mais on voit Borna terrorisé qui se demande pourquoi il est ici et est-ce qu'il va mourir bientôt. J'avais accroché mon miroir sur le miroir d'une autre voiture. Mon miroir était intact. God bless les BMW de l'année. Mais pas le miroir que j'avais accroché de l'autre voiture parquée. Le miroir est volé en éclats. Et là, alors, je me suis arrêtée et Borna me fait signe comme quoi le propriétaire du véhicule est là et il nous a vus. Évidemment, je me serais pas sauvée, là, mais comme, tu sais, moi, j'ai une entrevue à faire, faut que Borna aille à son hôtel, il est pressé. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que je m'arrête, je sors dehors, j'ose avec le monsieur. Le monsieur, il a comme son pas au miroir dans les mains. Il est comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaye de lui expliquer, regardez, je m'excuse, mais je vais devoir donner votre numéro à Tennis Canada, puis ils vont s'arranger avec eux. Je peux pas. Puis lui, il voulait évidemment de l'argent, je sais pas ce qu'il voulait exactement, mais je suis comme, monsieur, je vous donne tout ce que j'ai, mais c'est pas ça qui va régler la situation. C'est comme là, je dois partir, mais je vous promets, on s'occupe de vous. Et bref, j'ai réussi à ramener après ça Borna en un seul morceau. La légende veut qu'il n'ait plus jamais repris de transport officiel de la Coupe Rogers cette année-là. Je sais pas. Mais en tout cas, donc j'étais traumatisée. Moi, le lendemain, j'avais comme 2 autres entrevues à faire. J'aurais dit, êtes-vous fou? Moi, je remonte plus dans une BM. Puis finalement, on m'a dit, regarde, là, va prendre la voiture. Tiens, les clés de la BM maintenant. Va faire un petit tour. Va faire du point A au point B, pratique ton chemin. Puis après ça, tu vas être capable de faire les autres entrevues. Donc, j'ai fini les autres entrevues. Ce qui est malheureux avec tout ça, c'est que, évidemment, si on avait diffusé l'entrevue de Borna, on aurait coupé cette partie au montage. Mais on n'a même pas pu publier la partie même montée parce que Borna ne portait pas sa ceinture de sécurité. J'avais pas eu le réflexe de lui dire. Et une compagnie de voitures peut pas mettre des pubs avec des gens pas attachés. Là, ça fait comme aucun sens. Donc, cette vidéo demeure dans mes archives personnelles. Elle ne sortira jamais. J'ai une question pour toi, Emna, aussi. Tu disais au début que la Coupe Rogers, pour toi, ça a toujours été ton tournoi préféré de tout sport confondu. Tu sais, Montréal, c'est une ville d'événements, c'est une ville de sport. Donc, pourquoi la Coupe Rogers? Pourquoi le tennis? Moi, là, j'ai pas été fan longtemps avant d'aller à ma première coupe. Je pense que j'ai commencé à regarder le tennis comme en 2005. Puis en 2007, moi, on me dit, j'apprends qu'il y a un tournoi, je suis ado, j'apprends qu'il y a un tournoi à Montréal, puis que toutes les vedettes que je vois à la télé, ils vont être chez nous au Parc Jarry. J'ai dit, pardon, moi, je veux être là, tu sais. Là, j'ai pas d'argent pour m'acheter des billets. Fait que là, je fouille un petit peu, je vois qu'on peut être bénévole. Puis je me mets comme dans un comité d'accueil à l'hôtel. Fait qu'à l'hôtel, je sais pas si je devrais dire, mais en tout cas, au Fairmont Queen Elizabeth, au centre-ville, c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'ATP ou de la WTA loge pendant le tournoi. Et on me met là, puis je suis comme un peu en charge de les accueillir, de leur booker des voitures, de prendre leur linge sale puis de l'envoyer chez le nettoyeur, ce genre de tâches-là. Puis quand je suis pas en train de travailler, ben, tu sais, je pense que je travaillais à tous les jours, je travaillais bénévolement de 6 heures du matin à comme 14 heures. Puis après ça, je flyais au stade. Puis je passais le reste de la journée là à attendre les joueurs pour les prendre en photo puis pour des autographes. Puis c'est là que j'ai réalisé, surtout quand les hommes sont là, mais quand les femmes aussi, là, mais quand les hommes de l'ATP là, sont là, c'est comme les Beatles. Ça n'a pas de bon sens. J'ai failli me faire je me suis fait piétiner par des fans de Federer. Puis moi, Federer, quand j'étais jeune, je voulais rien savoir. Moi, je suis une fan de Nadal là, depuis ma tendre enfance, puis ma tendre adolescence, maintenant. Puis moi, Federer, là, j'étais comme, allez-y, moi, je veux rien savoir de lui. Mais j'étais quand même première rangée parce que ça faisait 6 heures, j'étais là, puis je faisais le piquet. Fait que dès que Federer arrivait, les gens s'embarquaient sur moi et tout pour essayer de le voir, en tout cas. Fait que c'est l'espèce d'ambiance éclectique qu'il y a à Montréal ces 10 jours-là. Moi, la Coupe Rogers, c'est comme mon petit bonbon là, à chaque année. Je l'attends. On est le jour de la finale de la Coupe, puis j'ai déjà hâte au premier jour de l'année suivante. Je ne vis que pour ce tournoi, puis j'étais en grand deuil quand ils ont annoncé qu'il n'y en aurait pas au mois d'août qui vient de passer. Là, c'était un grand deuil à vivre.
Avant que j'enchaîne avec ma prochaine question, je veux revenir sur l'affaire du miroir parce que moi, je la connaissais, cette histoire-là. Puis je peux vous dire que je pense pas que Tennis Canada était fâché dans les bureaux parce que ça riait pas mal. Ah oui, Je peux vous dire ça, là. J'étais dans le bureau juste à côté parce que je créais du contenu pendant la Coupe Rogers pour Tennis Canada, moi aussi. Et puis, je peux vous dire que je pense qu'ils l'ont regardé à chaque jour. Puis je suis devenue la risée. Emna brisé. Mais tu as fait une bonne pub pour BMW si ton miroir n'a pas brisé. Exact. C'est ça que je me dis. C'était tout voulu, en fait. Ton entrevue la plus mémorable à la Coupe Rogers, tu dirais que c'est quoi? C'est niaiseux, mais c'est même... Ben en fait, OK, j'en ai deux. Je vais commencer par une qui n'en est pas une. C'était pas une entrevue, c'était un post-entrevue. Donc, Federer venait de donner sa conférence de presse et Federer n'est pas venu si souvent que ça à Montréal. Donc, une des dernières fois qu'il est venu, je pense que c'est pas la dernière fois, l'autre d'avant. Moi, j'écris pour Tennis Canada. J'ai pas de texte de match à écrire, donc je suis pas dans le rush comme la plupart des journalistes pour courir, pour avoir des citations des joueurs après les matchs. Mais tu sais, je cherche des histoires, je cherche des features, fait que je me présente à pas mal toutes les conférences de presse à la recherche de quelque chose d'un petit peu spécial. Puis je pose des questions de temps en temps. Et là, Federer donne son entrevue dans toute sa majestuosité parce qu'il est tellement merveilleux. J'ai mis de côté Emna Ado qui ne l'aimait pas. En tant que journaliste, je l'apprécie beaucoup, Federer. Et là, bon, lui et Federer, ils donnaient des entrevues, évidemment, en français, en anglais. Et après ça, il y avait toujours une journaliste suisse-allemande qui lui posait des questions en allemand. Il prenait le temps de répondre et tout ça. Donc, moi, je suis restée assise parce que je savais qu'il y avait une autre entrevue qui s'en venait. Puis j'étais concentrée, là. J'entendais des mots allemands se donner, peut-être pas trop loin de moi, mais j'étais concentrée, j'écrivais, je transcrivais des trucs. Et là, j'imagine que Federer a fini son entrevue. Il restait moi et je pense un caméraman dans la salle et il a fait hey, bye là, bonne journée. Et moi, j'ai juste levé ma tête de même. C'est à moi qui parle. Puis, oui, Roger, qui était monsieur et madame tout le monde, là, pas de problème, on salue les gens, puis on oublie qu'on vaut je sais pas combien de millions de dollars, puis qu'on est une des meilleures raquettes au monde de l'histoire, là. Donc, ça m'avait marqué. Puis sinon, la dernière édition féminine, j'avais fait un article sur les mamans de la WTA. Puis j'avais interviewé, il y en avait quelques-unes qui étaient là quand même cette année-là. Puis entre autres, il y avait Victoria Azarenka, qui ça faisait pas longtemps qu'elle était de retour au jeu après son bébé. Puis j'ai pleuré. Je veux dire, je suis même pas maman, là, je suis même pas proche d'être maman, mais je la trouvais tellement touchante. Puis tu sais, Azarenka, c'est une de mes préférées pour ça. Là. Elle est très carrée, là. She says it as it is, comme on dit en anglais, puis elle passe pas par quatre chemins, puis elle était tellement vraie. On était, moi puis une autre journaliste, Christine Roger de Radio-Canada, qui faisait un article un peu semblable au mien. Puis je me rappelle de voir Christine, qui est elle-même maman, avoir la petite lèvre là, qui shake, là, parce qu'elle aussi, elle se sentait vraiment interpellée par ce que Victoria nous racontait. Puis ouais, ça m'avait vraiment marqué aussi. Est-ce qu'il est encore disponible, cet article-là? Est-ce qu'on peut aller le lire? Si oui, on va le mettre dans la description. Ah, celui-là, je l'avais écrit, je pense, pour Athlétique Montréal à l'époque. Donc, si vous êtes abonné, allez-y. On va mettre le lien. On va le trouver, on va mettre le lien. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut te suivre? Parce que là, on ne peut plus te suivre soit à la radio, à l'écrit. Là. On peut te suivre d'une autre manière. Ton rôle avec le public change d'une certaine manière. Oui. Comment ça se passe pour l'instant, ta transition vers l'humour? Ah, ben ça va. Je veux dire, j'ai pas choisi la meilleure période pour me lancer dans un milieu artistique qui nécessite le public pas à 2 mètres. Mais écoute, il y a plein de moyens de se recycler. Je participe à plein de projets. Si c'est pas sur scène, ben c'est des projets humoristiques, mais c'est que des petits projets écrits, des petites capsules vidéo qui vont sortir éventuellement. Puis, mais j'avais, moi, un gros following quand même. Je suis pas Chantal Maccabé, mais j'avais un petit following sur Twitter. Puis, je voulais pas les perdre, ces abonnés-là, parce que, je leur parlais en quelque sorte à tous les jours ou presque. Je leur donnais des nouvelles sur le sport. Puis, je leur ai comme dit, j'ai comme fait mon coming out, puis je leur ai dit, je suis plus journaliste maintenant, je me lance en humour. Si vous voulez continuer à me suivre, ben, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez plus, ben, je comprendrai aussi. Puis, il y en a plein qui sont restés, donc j'essaie de
sais, des fois, là, quand j'ai une idée de blague, là, puis avant de la développer dans un numéro de 10 minutes, je me dis, hey, je vais la lancer, là, 200, c'est comme 280 caractères, là. Je vais l'envoyer sur Twitter, voir qu'est-ce que ça donne. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas en tout. Puis là, je me dis, non, ça va jamais devenir un numéro. Fait que je suis beaucoup sur Twitter. Sinon, Instagram, Facebook, c'est là que je publie mes affaires. Mais c'est ça. Disons que c'est plus tranquille ces temps-ci. Deux petits trucs avant qu'on te laisse aller. Qu'est-ce qui te fascine dans l'humour? Qu'est-ce qui te passionne de ce milieu-là? Moi, dans le fond, c'est... Tu sais, quand j'étais journaliste, j'avais une certaine tribune. Tu sais, on en a toutes. Quand on a un micro, quand on a un crayon, qu'on a une tribune dans les journaux, peu importe. Puis je trouvais que je l'avais pas assez bien utilisée, ou en tout cas pas à assez bon escient. En étant une femme racisée, il y en avait pas beaucoup comme moi. Puis on dirait que j'ai toujours eu cette espèce de petit regret-là de ne pas avoir assez utilisé ma tribune. Fait que je me suis dit, dans ma prochaine carrière, quelle qu'elle soit, je promets de ne pas refaire la même erreur, entre guillemets. Fait que c'est pas quelque chose que je force non plus, là, mais dans mes numéros, je parle beaucoup de sujets qui me touchent, puis desquels je pouvais pas ou que j'ai pas osé parler quand j'étais journaliste. Donc, de racisme, de sexisme, de misogynie, de toutes sortes d'affaires comme ça. Puis, c'est ça qui me fascine, c'est que encore une fois, on n'est pas beaucoup comme moi en journalisme, on l'est pas plus en humour. J'aime dire que je suis passée d'un boys club très blanc, très masculin à un autre boys club très blanc, très masculin, là, en passant du journalisme à l'humour. Mais tu sais, sans le forcer, encore une fois, là, je m'assois pas en me disant aujourd'hui j'écris des blagues engagées sur le racisme. Moi, c'est ce qui me vient naturellement parce que c'est mon quotidien que je raconte. Puis, c'est ça. J'essaie d'utiliser, à chaque fois que j'ai un micro dans les mains, j'essaie que ça soit pas inutile, disons-le comme ça. Ben, écoute, si jamais tu écris des petites blagues sur le tennis et tu veux venir faire une petite chronique humoristique au podcast ici et là, on va t'accueillir si jamais tu te sens inspiré. Emna, merci beaucoup. On va mettre dans la description du vidéo où on peut te suivre. Bonne chance en humour. Merci pour ta disponibilité. Puis au plaisir de te recroiser, soit sur le bord d'une scène ou sur le bord d'un terrain de tennis. Ben, merci beaucoup. Merci à vous trois. Salut. Puis bon podcast. Bye-bye. Bien Super. intéressant. Les gars, tu sais, je savais qu'elle avait couvert beaucoup de tennis. On se connaissait plus de face, mais je trouve ça quand même intéressant. Puis ça prend beaucoup de courage pour quitter un emploi régulier pour aller vers un emploi où les revenus, j'ai l'impression, sont moins stable, disons-le. Là. Le monde de l'humour, ça doit être assez spectaculaire. Parlant de spectaculaire, les gars, il y en a un qui en a fait voir de toutes les couleurs la semaine passée. Vachek Pospisil. Hugues, je te lance sur Vachek puisque c'est assez tranquille depuis le début du podcast. Non, mais j'ai beaucoup aimé, parce que je connaissais pas beaucoup Emna, je suis heureux de la connaître maintenant, puis je pense que son histoire de CarCam est vraiment intéressante et elle va rester, je pense, dans les archives de Tennis Canada comme un moment mémorable. Et l'humour et le tennis, ça cohabite très bien aussi. Hein. On connaît Jean-René Dufort, évidemment, qui fait ses petites capsules à Coupe Rogers. Pourquoi il ne reviendrait pas éventuellement pour faire ça? Je pense que ces deux passions sont tout à fait compatibles. Mm-hmm. Mais Vachek, Vachek, quelle belle saison, encore une fois. Il termine sur une belle note. Il perd vraiment à la limite du match contre Sinner. Sinner, un prochain top 10, assurément. Il a manqué un peu de jus à la fin. Il avait l'air un petit peu fatigué, mais quelle semaine. On peut vraiment être fiers, encore une fois, notre contingent canadien ne cesse de me surprendre dans tous les groupes d'âge en ce moment. Donc, super semaine pour Vachek. Ouais. J'allais dire, Alex, et aussi, on en a souvent parlé, les résultats sont peut-être pas toujours ceux qu'on voulait, notamment, une défaite, c'est pas ce qu'on voulait comme résultat, mais ça demeure quand même qu'à la manière dont il l'a fait, c'est quand même assez impressionnant. Je veux dire, je vous donne la liste des gars qu'il a battus. Marchenko, Struff, 4e tête de série du tournoi, Millman, 6e tête de série du tournoi, et Richard Gasquet, un ancien top 10. Ouais. Je veux dire, même s'il n'a pas accompli sa mission, qui était de remporter le tournoi, il peut être absolument fier de ce qu'il a fait, parce que la manière dont il l'a fait, c'est extraordinaire.
Ouais, puis il était pas loin en plus. Je veux dire, en finale, il a livré toute une bagarre. Exact. C'est joué à quelques points. Alors, non, c'est une performance tout simplement spectaculaire et on en reparlera dans peut-être notre bilan de fin de saison, mais je pense qu'il rentre dans la discussion avec cette performance-là comme peut-être le meilleur, en fait, celui qui a eu la meilleure année comme joueur au Canada cette année. En tout cas, on peut parler de Milos certainement, Dennis entre dans le mix aussi. Félix, c'est peut-être pas encore son année, mais il y a une discussion à avoir et on l'aura peut-être dans les prochaines semaines, à savoir quel Canadien aura eu la plus grande année. En fait, dans notre bilan de fin de saison, on reviendra là-dessus assurément. Ce qui est intéressant aussi, les gars, c'est on dirait que quand Félix et Denis jouent bien, généralement, ils vont jouer bien au même tournoi. Et si c'est pas eux, il va y avoir Miloš ou Vašek qui va monter à ce moment-là. Donc, cette profondeur-là se révèle semaine après semaine. C'est vraiment le fun à voir. Puis ce qui est intéressant pour le tournoi de Sofia, c'est que Félix et Denis étaient les deux premières têtes de série. Oui. Et c'était la première fois dans l'histoire du Canada qu'on avait les deux premières têtes de série dans un tournoi ATP. Et puis, finalement, c'est Vašek qui s'est presque rendu jusqu'au bout. Alors, non, performance spectaculaire. Puis, c'est drôle parce que je parlais de ça dans ma chronique à la radio un peu plus tôt aujourd'hui. Puis, je disais que pour tous ceux qui pensent que Vašek est surtout un joueur de double ou qui a eu des résultats plus probants en double, on le voit là cette année à quel point il peut être efficace en simple. Et on le dit souvent, c'est une espèce de giant slayer, un genre de joueur qui peut battre n'importe qui. Je regardais sa fiche cette année, il a battu à peu près tous les grands noms. Il a battu Medvedev, il a battu Milos, il a battu Roberto Bautista Agut, il a battu nommez-les, il a Richard Gasquet, on en a parlé, David Goffin. Alors, cette année, il a battu des très grands noms de l'ATP, et même si pour l'instant, il est quelque chose comme 61e mondial, c'est peut-être un joueur qui joue comme un membre du top 30 pour l'instant. Oui, et il ne faut pas oublier ses activités hors terrain avec le syndicat des joueurs qui se met en place. C'est un gars qui est très impliqué dans son sport en général et ses performances continuent d'être vraiment intéressantes. Donc, chapeau Vašek Pospisil. Oui, exact. Messieurs, parlant de résultats canadiens, Nico, tu voulais nous parler du classement canadien de fin de saison. Oui, absolument. On a fait, tu l'as dit en début d'émission, Alex, c'est un peu la fin de la saison pour nos Canadiens. Si on veut, malheureusement, Félix, mais Denis, il n'a pas réussi à se qualifier pour le Masters de Londres. N'en demeure pas moins qu'on a eu de belles progressions. Je vous dresse peut-être le portrait de la progression de nos Canadiens et Canadiennes, puis on en parle après si vous le voulez bien. Oui. D'abord, Denis Shapovalov a commencé l'année 14e mondiale, l'a terminé 12e. Félix l'a commencé 21e, l'a terminé 21e. Raonic l'a commencé 32e, belle progression au classement final, 14e. Vašek Pospisil, lui, de son côté, l'a commencé 148e, messieurs, il a terminé 61e, ce qui est c'est extraordinaire, la manière dont il a fait ça, cette progression-là, qu'on attendait peut-être un peu moins cette année, mais qui, tu l'as dit, Alex, a sûrement été le meilleur Canadien goffé. Je veux dire, Pospisil, il n'y a pas grand-chose qu'on peut lui reprocher cette année. Du côté féminin, Bianca, une année coup-ci coup-ça avec les blessures, peu d'action. Elle a commencé 6e, a glissé au 7e rang mondial. Leila, quel début d'année elle a connu, Leila Fernandez. Elle a commencé 209e et a fait un bond exceptionnel vers la 88e place du classement mondial. Donc, perce le top 100. Peu de gens avaient prédit ça en début d'année, mais avec ces tournois en février, en janvier, à Acapulco notamment, cette progression-là est peut-être venue un peu plus tôt que ce qu'on l'aurait cru, mais grand mieux nous en fasse. Leila fait maintenant partie du top 100, puis je pense qu'elle est là pour y rester. Et Eugénie Bouchard aussi, il faut en parler, Alex et Hugues, elle a connu le bon moment cet été, et plus récemment à la fin de l'été, commencé l'année 262e, et à un moment où on n'y croyait peut-être plus, se glisse au 141e rang mondial, en route vers le top 100 éventuellement. Et j'ai envie de vous demander, après cette liste-là, quel joueur ou joueuse vous a le plus impressionné? Et en contrepartie, est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a déçu? Je peux peut-être commencer. Moi, je dois encore souligner le retour d'Eugénie. Je pense que on voit Leila qui progresse de 120 places environ. Eugénie a fait le même bond cette année. Et c'est pas toujours évident quand t'es pas dans une phase ascendante de faire ce genre de comeback là.
Donc, on verra ce qui va arriver. Il y a un grand bout de chemin à faire encore, mais Eugénie, pour moi, et Miloche sont peut-être mes deux coups de cœur. Donc, ceux qu'on voyait un peu comme la génération, un peu en, je dirais pas en parcours encore, là, mais qui ont déjà beaucoup d'années derrière eux, sont peut-être les deux plus surprenants cette année. Il faut vraiment souligner leur performance. Et Hugues, on parle du bon qu'a fait Leila, puis moi aussi, Eugénie, c'est ma révélation. Ben, pas ma révélation parce qu'on savait de quoi elle était capable, mais c'est quand même mon coup de cœur de l'année. Ouais. Est-ce que tu penses que ce bon-là est peut-être une plus grande valeur, étant donné le fait qu'on pensait que c'était terminé pour elle? Oui. Exactement. Moi, je m'excuse, Eugénie, directement, si jamais tu nous écoutes éventuellement, mais je pensais pas que Eugénie pourrait faire ce genre de retour-là, de remonter de 100 positions, d'être légitime pour revenir dans le top 100 assez rapidement l'an prochain, s'il y a pas de blessure, si elle continue sur cette lancée-là. Mais je ne croyais pas que c'était possible pour plusieurs raisons. Donc, chapeau, Eugénie. Ben, on est d'accord, puis moi, je suis surpris, les gars, surpris, oui et non, là, mais moi, j'avais Eugénie également. Alors que les trois, on est Eugénie, c'est quand même assez spectaculaire dans le cadre d'une saison où on vient de connaître la plus grande saison peut-être de l'histoire du Canada, tu sais. Alors qu'on nomme Eugénie dans ce contexte-là, ça en dit long sur la performance et elle nous a fait vivre des super beaux moments. Puis je pense que le wildcard à Roland-Garros était beaucoup plus significatif que ce que le monde puisse penser. Oui. Et c'est intéressant de voir que la nouvelle génération pousse, mais que l'ancienne génération est encore tout aussi dominante. Et quand on regarde le classement, force est d'admettre que c'est complètement spectaculaire, les gars, pendant que je vous place le classement comme il faut. Là. Voilà. Tu sais, quand on regarde Chapeau, Milos, Félix et Vachek, tout dans le top 60 mondial, c'est tout simplement phénoménal. Et puis, je pense que Milos et Vachek sont encore là pour quelques années. Et Shapovalov et Félix, les choses... le meilleur est à venir, comme on dit. C'est le cas aussi pour Leila et Bianca. Que dire de Bianca? On ne l'a pas vu beaucoup cette année, mais qui sait? Peut-être qu'elle remportera l'Omnium d'Australie. Qui sait? Pourquoi pas? Puis est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a déçu peut-être? Ou dont vous attendiez plus? De mon côté, j'aurais souhaité au moins une victoire de Félix en finale, mais je pense qu'on a tellement mis les attentes très haut pour Félix. Plusieurs de ses adversaires aussi ont souligné que c'est un des prochains grands joueurs, donc ça a mis la barre très 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 haute tout de suite. Donc Félix, j'aurais aimé savoir une victoire. Il l'a eu en double finalement. Hein. Il faut pas oublier sa victoire en double à Paris, mais en simple. Ça aurait été le fun qu'il puisse conclure sur une victoire cette année. Donc, c'est une petite déception, mais encore une fois, comme on l'a dit, il y a beaucoup de temps devant lui encore. Ouais, moi, j'en ai pas de déception parce que, je veux dire, c'est tellement positif qu'est-ce qui s'est passé. Puis, je sais que, tu sais, Hugues, tu utilises le mot petite, puis pour toi, c'est pas vraiment, tu sais, c'est à peine une déception, là. Ouais. C'est plus comme ce qu'on aurait souhaité encore une coche de plus pour Félix. Mais quand tu termines l'année aux abords du top 20 mondial, tu ne peux qu'être satisfait de cette année-là à l'âge où il a. Les gars, avant qu'on passe au tournoi de Londres, je veux qu'on revienne sur un sujet qui a fait jaser beaucoup et on attendait d'avoir Hugues avec nous pour en jaser. Le dossier Alex Zverev, vous remarquerez que j'ai mis ma casquette Adidas juste pour vous, messieurs. Hugues, que penses-tu de ce dossier-là? Bon, avant que je te lance, je vais juste résumer pour les gens qui ne savent pas. Là, Alex Zverev a été accusé, ni plus ni moins, de violence conjugale. Ben Rothenberg a écrit un article assez étayé sur le sujet. Honnêtement, là, c'est très bien écrit. Puis je dirais que souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui semblent assez révélateurs dans ce texte-là. J'invite les gens à aller le lire. Maintenant, comment est-ce qu'un commanditaire, Hugues, va réagir à la suite d'allégations de ce genre-là? Écoute, c'est pas la bonne année pour ça. C'est jamais la bonne année, on va dire, là, mais en ce moment, disons que je pense que ça va le préoccuper beaucoup.
Zverev avec raison. Je pense qu'il est dans l'eau chaude. C'est des allégations qui sont de plus en plus étayées. À chaque semaine, il y a des nouveaux trucs qui sortent, on dirait. L'article dans Racket Mag était excellent. Il est vraiment documenté. Stéphanie Miles en a parlé aussi. Donc, il y a beaucoup de faits qui sortent. Donc, je pense qu'il est dans l'eau chaude en ce moment. Maintenant, il y a eu des allégations qui sont sorties cette année de toutes les manières possibles, souvent sans fondement. Là, on voit qu'il y a des fondements. C'est documenté, c'est à répétition. Pour un commanditaire cette année, de voir, puis je n'avais parlé il y a quelques semaines aussi, quand on s'associe à un joueur, on s'associe à des valeurs, à des attributs. On n'est jamais à l'abri d'un scandale, mais on veut pas que ça arrive, évidemment. Mais c'est le genre de choses qu'on veut pas voir. Et quand Adidas signe Zverev et toutes les marques qui sont avec lui, il signe avec un champion, un beau garçon, polyglotte, vraiment l'avenir du tennis, là, une des stars montantes. C'est un coup très, très dur. Le contrat d'Adidas se termine à la fin de cette année en plus. Je pense qu'ils vont réévaluer la situation, mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'accusation formelle, c'est dans les médias sociaux, mais tant qu'il n'y a pas d'accusation formelle, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de condamnation officielle. Donc, je pense que tout le monde attend un peu ici, mais tous les commanditaires qui sont avec Zverev en ce moment doivent être très nerveux et très déçus en ce moment. C'est une très mauvaise situation. Hein. Quel message ça enverrait si, par exemple, on extrapole, là, Adidas décidait de se retirer sans... Est-ce qu'il pourrait décider de se retirer sans qu'il y ait d'accusation formelle? Oui, parce que si ça prend trop de place dans les médias, c'est leur marque qui est entachée à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et là, le volume d'articles, la fréquence d'articles qu'on voit sur le sujet, oui, ils sont dans une relation marketing avec Zverev, là. Si leur marque est entachée avec ce qui sort semaine après semaine, c'est plus un contrat qui tient la route. Et je suis convaincu que dans le contrat de Zverev avec Adidas, il y a une clause de retrait, justement, si l'athlète commandité fait face à des accusations ou est dans des situations qui entachent la marque. Garantie. Si toi... Vas-y, Nico. Non, mais j'allais dire, j'ai une question à deux volets pour toi, Hugues. D'abord, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de commanditaires qui se sont retirés. Donc, on parle de Ed, on parle de Adidas, de Peugeot et j'en passe. Est-ce que tu penses que ça en prendra seulement un pour que tous les autres suivent? Et le deuxième volet de ma question, c'est est-ce qu'à long terme, ce genre d'accusation, même si, supposons que ça ne va pas au criminel et qu'il n'y a pas d'accusation formelle, penses-tu que ça va quand même entacher le reste de la carrière, de la réputation de Zverev? Écoute, dans le contexte MeToo, post-MeToo, c'est des choses qui passent pas. Ça passe tout simplement plus maintenant. Je pense qu'il va perdre beaucoup de fans avec ça, Zverev, autant chez les femmes que chez les hommes. Donc ça, c'est le premier point au niveau de ses fans. Pour les marques, s'il y en a une qui décroche, ils se disent assez, c'est assez. Sûrement qu'il y a d'autres marques qui vont suivre par la suite. Donc, il est dans l'eau chaude en ce moment. Mais est-ce que comme marque, en ce moment, dans un cas comme ça, tu n'envoies pas le message que tu ne crois pas vraiment à la présomption d'innocence? Ça, c'est l'autre côté, d'une certaine manière, que la marque doit faire attention, j'ai l'impression. Oui, mais encore une fois, ça fait plusieurs semaines déjà. Donc, il n'y a personne qui l'a lâché. Tout le monde, les avocats, les responsables marketing des marques suivent ça de très, très près. Ils vont attendre un moment, ils vont dire, OK, c'est suffisant, ça nous fait du tort, donc on décroche. Ou ils vont dire, OK, il y a des avis contradictoires en ce moment. Zverev a été très discret sur ses réponses. Hein. Il a répondu une fois officiellement. En conférence de presse après un match. Exact. Et après, c'est une firme de relations publiques qui a repris le truc. Donc, c'est assez soft comme réponse du côté du Zverev en ce moment. Et je pense que c'est pas quelque chose qui va l'aider pour la suite des choses, là. Et tu sais, au cours des derniers mois, on a vu que Zverev, c'était pas nécessairement un enfant de cœur. Bon, on a vu notamment avec la COVID, lorsqu'il disait que lui, ça le dérangeait pas trop, puis qu'on l'a vu fêter sur un bateau en Floride avec grand nombre de personnes sans masque. Là, il y a ça aussi, les accusations qui tombent. Je me demande, tu sais, pas seulement pour Zverev, mais à quel point, qu'est-ce que ça va prendre de plus pour qu'une marque se dise, bon, ben là, c'est assez?
Pas grand-chose. Encore une fois, je pense que d'ici les semaines qui sont devant nous, là, on va voir quelque chose arriver. Je pense que je regardais la panoplie d'articles, ça m'a étonné même. Je n'avais vu 2 ou 3, puis là, j'ai creusé un peu cette semaine, puis je dis, bon, ben, regarde, moi, je pense que c'est une question de jours avant que ça arrive. Ils vont laisser peut-être le Master se finir pour pas le déranger, tout ça, pour pas que ça prenne le haut du pavé au niveau médiatique. Ils vont attendre que la saison soit finie, mais dans 10 jours, je m'attends à ce qu'il y ait une marque qui décroche. Parce que, vas-y, Alex. D'autant plus que si le contrat avec Adidas arrive à échéance à la fin de l'année, je veux dire, tu as le prétexte parfait pour dire, tu n'es même pas obligé de le justifier. Tu as juste à dire, on a décidé d'aller dans une autre direction. Après ça, est-ce que ça aura fait partie de la décision? Oui, mais d'un point de vue PR, tu as le parfait spin parce que tu n'es même pas obligé de le justifier. Mais pour les besoins de la cause Hugues, supposons que toi, tu es le directeur du marketing chez Adidas, et que tu as encore un contrat de 3-4 ans avec Zverev. Est-ce que tu penses sincèrement à couper les ponts? Oui. Je vais dire oui tout de suite parce qu'ils ont un roster, une panoplie de joueurs énorme. Oui, c'est un de leurs joueurs flagship, mais c'est pas le seul. Évidemment, il y a Tsitsipas qui est là. Bon, ils ont un pool de joueurs incroyables Adidas. Ils ont d'autres top 10. Je pense qu'ils vont miser sur un joueur qui favorise la marque, qui rejaillit positivement sur la marque. C'est ce qu'on appelle du borrowed interest, hein, qu'on va chercher, on va s'accaparer les succès du joueur, l'image du joueur, tout ça, ce qui se passe autour. On veut pas ce côté négatif. Et il y a tellement d'autres joueurs qui sont dans le pool d'Adidas qui n'ont pas de raison de s'accrocher à Zverev en ce moment. Moi, je ne toucherais pas à Zverev si j'étais un directeur marketing en ce moment et si je l'avais déjà signé, même si c'est un joueur qui peut aspirer au top 3, même à être premier mondial, en 2020, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais tu sais, c'est ce que j'allais dire tantôt. Tu sais, je comprends pas qu'Adidas le largue pas, étant donné le bassin d'athlètes qu'ils ont. Je me dis, bon, une marque comme Uniqlo avec Federer, qui est comme la grosse tête d'affiche, là, je comprendrais qu'il y a un problème parce que, bon, là, tu perds ton principal joueur. Mais tu sais, là où je vais aller, c'est, tu sais, pour la marque Zverev, la marque qui le représente, parce que ça demeure quand même un extraordinaire joueur de tennis, là. Si, disons, là, d'ici quelques mois, ses commanditaires principaux le lâchent, comment après tu fais pour convaincre d'autres commanditaires? Comment tu fais pour aller voir Uniqlo ou Nike ou Babola ou Lacoste de dire « Hey, finalement, je suis pas si pire que ça ». Est-ce que c'est rattrapable? Ben, sa valeur marketing chute en ce moment. Donc, je pense qu'il va devoir faire profil bas pendant un petit bout de temps, continuer à avoir des bonnes performances et pas avoir d'autres problèmes en dehors du terrain, d'autres enjeux en dehors du terrain. Ça va prendre un peu de temps avant que sa valeur de marque remonte. Et c'est tout. C'est seulement le temps qui va faire en sorte que ça va revenir, mais c'est pas un truc qui va se régler du jour au lendemain. Là, c'est pas un scandale financier. C'est un truc très très profond. C'est de la violence. Là, c'est vraiment personnel. Et donc sa valeur de marque vient de chuter. Je connais pas une marque qui va s'associer à lui en ce moment là. Mais penses-tu que sur le plan tennistique, les résultats peuvent, ça a l'air un peu salaud dit comme ça, mais peuvent contrebalancer ses erreurs? Disons, il remporte le Masters à Londres et il remporte en Australie le Grand Chelem. Penses-tu que des marques peuvent dire « Ah ben finalement, c'est peut-être rentable de s'associer à lui ». Écoute, encore une fois, ça dépend des valeurs de la marque. S'ils sont prêts à jouer avec ce côté-là, et encore une fois, j'ai de la difficulté à avoir un spin positif. Il faut qu'il y ait une rédemption avant que ça revienne. Et une rédemption, c'est pas instantané. Donc, ça va prendre un petit peu de temps avant de dire je veux m'associer aux valeurs de Sacha Zverev. Il faut du temps. Oui, il gagne, c'est un must. C'est le prix d'entrée pour lui. Il doit gagner, il doit performer. Maintenant, au niveau personnel, il doit faire profil bas pendant un bout de temps, refaire son capital de sympathie avec de plein de façons, fondation, matchs amicaux. Il peut faire plein de choses pour tranquillement remonter la pente au niveau de la marque athlète Zverev. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais encore là, pour répondre à ta question, Nico, tu sais, la victoire ne fera pas foi de tout. Là. Souvenons-nous du sprinter paralympique, là, celui qui avait... Oscar Pistorius. Oui, Oscar Pistorius. Lui, il avait beau avoir été gagné, puis il avait le plus grand capital de sympathie de l'histoire de la planète. Ouais. Et avoir, après ce qui s'est passé, ben, lui, c'est tout simplement irrattrapable. Là. Il n'y a plus personne qui va s'approcher d'un athlète. En fait, approcher d'un athlète comme ça. Ce qui est
dur pour Zverev. Puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est son âge. C'est rare qu'un truc comme ça sort si tôt en carrière. J'ai pas trouvé trop de parallèles, en fait, où ça sortait quand tu as 20, 21, 22. Donc, ça va entacher sa carrière pour plusieurs années, je pense. Tu as 100% raison. C'est presque du jamais vu dans ce cas-là. Et effectivement, le fait qu'il ait un si jeune âge, c'est quand même ce qui est surprenant dans cette histoire-là. En tout cas, moi, en tout cas, c'est tout un dossier qui va être à suivre. Il n'est pas sorti du bois, non, comme tu dis. Et quelle année catastrophique au niveau des relations publiques pour Zverev, là, comme tu le mentionnais, Nico, avec le COVID, les parties, pas de masque, etc. Là, honnêtement, il n'y a pas sa cause. Puis même tu sais, dans le passé, Hugues, tu nous as parlé de Nike qui aimait jouer sur la controverse, mais là, je pense qu'on dépasse la controverse. Là. Eux, ils aiment le côté rebelle. C'est pas la même chose. Zverev a été cavalier au niveau de son attitude, a manqué de jugement. Il est violent en plus. Ça commence à faire pas mal. Ouais, puis c'est dommage pour un si beau talent. Je veux dire, le gars a tout pour réussir. Ce gars-là, c'est un top 5 mondial, c'est pas un top 1 mondial. Ouais. Tu sais, je veux dire, marche droit, puis le reste va bien aller. Là. Fait que c'est dommage qu'un écart de conduite avec un gamin qui a tout ce qu'il a devant lui, tout ce qu'il veut, il peut l'avoir, il peut réussir dans tout ce qu'il veut. Ben, tu sais, en tout cas. Et pour faire un lien avec notre prochain sujet, messieurs, il a perdu, lui, Zverev contre Medvedev à son premier match, peut-être au grand bonheur de beaucoup de monde, comme tu dis, qui vont commencer peut-être tranquillement à moins l'apprécier, je vais dire ça comme ça, et c'est un euphémisme de le dire comme ça. Mais le tournoi de Londres, messieurs, moi je vous avoue, c'est un de mes tournois préférés dans l'année. C'est tellement une belle formule. On en parlait, Nico et moi, qu'on rêverait d'avoir ce tournoi-là à Montréal. Hugues, verrais-tu ça au Centre Bell, toi, un petit tournoi comme ça? Y aurait-tu un public pour un tournoi comme ça? Oui, il y aurait un tournoi. C'est évidemment que j'aimerais beaucoup ça, moi aussi, mais c'est un tournoi qui est bon. Je voulais en parler un peu avant qu'on rentre dans les. Ben oui. C'est un tournoi qui a 50 ans cette année. Vous l'avez peut-être vu. C'est un incontournable de fin de saison. C'est un beau moment qui est une récompense pour les 8 meilleurs joueurs à ce moment-là. Il y a eu des gros commanditaires au fil des années. On se souvient du Nabisco Master qui était à New York en fin d'année. Il y avait il y a toujours un feeling un peu glamour, un peu jet set, beaucoup de personnalités, cinéma, des médias, athlètes qui vont voir ces tournois-là. On a vu Beckham à Londres, on a vu Ronaldo. Il y a toujours des gens high profile là, qu'on voit dans les estrades, mais c'est un tournoi qui a toujours été un bel événement de fin d'année. C'est vraiment une fête du tennis. Ça n'a pas le prestige des grands chelems, mais c'est une belle fête du tennis. Et la formule du round robin est vraiment intéressante aussi. Et il s'est passé des choses au fil des années vraiment, vraiment le fun. Je voulais retenir peut-être deux événements là, durant les 50 années. Je dois quand même dire que année après année, le champion est généralement celui qui doit être champion. C'est un gars du top 3 qui est là. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises durant les 50 années. Quand je regarde la liste des vainqueurs, tout le monde y est passé. Là, ça a commencé par Nastase, Borg, McEnroe, Lendl, Edberg, Sampras, Agassi, Becker, tout le monde a gagné. Mais il y a eu une couple d'années vraiment intéressantes. Je vais commencer par 85. Le Master se jouait à ce moment-là au début de l'année suivante, donc la première semaine de janvier, et c'était c'était en quart de finale. McEnroe qui tentait un retour après une année 85 assez moyenne. Il y avait ces grandes années là, 80, 81, 82, 83, 84, 85 plus difficile, et il se qualifie quand même pour le Master, et il se retrouve contre Brad Gilbert en quart de finale. Et Brad Gilbert gagne ce match-là. Donc, Brad Gilbert, c'était l'antithèse du McEnroe. C'est ce qu'on j'appellerait un plombier du tennis. Hein. C'est un gars qui trouve une façon de gagner. C'est pas toujours beau, mais il va faire ce qu'il faut pour gagner. Et vous connaissez peut-être son fameux livre Winning Ugly. Et il cite beaucoup ce match-là contre McEnroe, qui est un match important pour lui. Et McEnroe, à tous les changements de côté, lui disait: Gilbert, tu sais pas jouer. Qu'est-ce que tu fais sur le même terrain que moi? On n'est pas dans la même ligue. On n'est pas du même calibre. Le trash talk à tous les changements de côté, et Gilbert gagne ce match-là. McEnroe était écœuré. Après le match en conférence de presse, il dit: si je suis pas jouer comme ça, peut-être que je devrais arrêter le tennis. Donc c'est un moment fort là, du Masters.
Mais quand même, cette année-là, c'était Lendl qui avait gagné en finale. Donc, Gilbert n'était pas rendu jusqu'au bout, mais avait quand même éliminé McEnroe. Et une autre année intéressante, 2000, c'était une des rares fois où la position numéro 1 n'était pas décidée encore au moment du tournoi. Parce qu'on le disait il y a 2 semaines, c'est un tournoi qui donne des points aussi. Donc, si la place de numéro 1 n'est pas jouée comme elle l'est cette année pour Djokovic, on peut remporter la position numéro 1 en gagnant le tournoi. Cette année-là, Guga Kuerten avait battu successivement Pete Sampras et Agassi pour gagner le tournoi et finir numéro 1 mondial. Donc, une espèce d'apothéose incroyable. C'était une super belle année. Et autre moment mémorable. Le tournoi s'est promené de New York à Francfort, à Hanovre, Shanghai, une couple d'années aussi. Ça a changé de nom au fil des années. Hein. Il y a eu le Masters Cup, le Nabisco Masters. Donc, ça a évolué un peu au niveau du nom. Et là, on parle des ATP Finals qui sont à Londres depuis 2009. Et ça sera en Italie pour la première fois l'an prochain. Donc là, il y aura un déplacement. Ça ne sera pas au O2 Arena. Donc, on déplace tout ce beau monde-là en Italie. Et c'est bon pour le tennis parce que c'est une belle vitrine, encore une fois. C'est pas mauvais que ça bouge d'une année à l'autre ou après quelques années au même endroit parce que c'est un tournoi ambassadeur pour le tennis aussi. Hein. Oui, exact. Que ce tournoi-là est peut-être plus prestigieux ou moins prestigieux qu'il aurait pu l'être au début? Parce que tu sais, je lisais des articles de Björn Borg qui disaient pour nous, ce tournoi-là, l'important dans une saison, c'était de se qualifier pour le Masters. Penses-tu que c'est encore cette même importance-là auprès des joueurs? Non. Je pense que encore une fois, c'est les grands chelems qui font tout maintenant. Les calendriers sont orientés autour des grands chelems. Je vois le Masters maintenant comme une récompense. Il y a un très beau prize money qui est relié au tournoi, mais ça a plus la même envergure que ça avait. Quand t'es arrivé au Nabisco Masters, au Madison Square Garden, il y avait un effet énorme du tournoi de fin d'année. Et je pense qu'au fil des années, ça a un petit peu diminué ce prestige-là pour les joueurs. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine parce que quand même, c'est un tournoi qui réunit les meilleurs des meilleurs. Alors, pour gagner ce tournoi-là, il faut que tu battes des vedettes à chaque match. Alors, pour moi, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible que ce tournoi-là soit pas plus prestigieux que ça. J'ai l'impression même qu'à certains égards, il est moins prestigieux que la plupart des Masters 1000, tu sais, au niveau des joueurs. Puis je sais pas comment c'est perçu en Europe au niveau nord-américain, du moins, là, c'est mon impression à moi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas peut-être toute la notoriété qu'il devrait avoir. Exactement. Tout à fait. Puis je pense que aussi le nom Masters est un peu dilué durant l'année parce que tu as plusieurs Masters. C'est pas le Masters comme au golf. Le Masters qui est le tournoi à Augusta. On sait que c'est là que ça se passe. Là, tu as plusieurs Masters 1000, mais là, c'est comme un Master 1000, mais non, c'est l'ATP Final. Donc, la notion du tournoi des maîtres qu'on avait dans les années 80, 90 au tennis aussi. C'est un peu dilué parce qu'il y a des Masters toute l'année. Donc, en quoi ce tournoi-là est différent des autres Masters? À part que c'est les top 8, évidemment, mais ce prestige d'un tournoi des maîtres, un seul, on ne l'a plus maintenant. Qu'est-ce que ça prendrait, selon toi, Hugues, pour rendre plus prestigieux ou plus... peut-être pour l'amener presque à la hauteur des grands chelems, qu'est-ce que ça prendrait pour ce tournoi-là? Bonne question. Je pense qu'il faut une formule. J'aimerais bien, moi, voir dans le même tournoi les next-gen et les joueurs de premier plan. Parce que tout d'un coup, tu prépares la transition à ce moment-là. Le tournoi Next Gen, c'est une bonne idée parce qu'ils essaient des choses. Il y a beaucoup d'innovation dans le setup du tournoi, dans la scénographie même, je dirais, du tournoi du Next Gen. Mais ça passe un peu inaperçu. Les gens le suivent pas. Ils voient ça comme un tournoi junior quasiment. Moi, je rejoindrais le Master, donc le top 8 mondial et les Next Gen en même temps sous le même toit. Donc là, tout d'un coup, il y aurait toutes les caméras du monde entier seraient rivées sur ça. Surtout dans le monde post-Covid, encore une fois, on veut mettre des moyens de production au plus haut niveau. On est dans une logique maintenant où c'est plus les gens dans les estrades. C'est comment tu vas marketer le tournoi avec la meilleure diffusion possible, avec toutes les innovations que tu peux aller chercher. Donc moi, je mettrais le paquet sur un Master Next Gen avec le top 8. Penses-tu que de le changer dans le calendrier pourrait aider aussi? Je parle d'un point de vue nord-américain.
Parce que, tu sais, à cette période-ci de l'année, c'est beaucoup plus habituellement le hockey, le football, le basketball. Donc, penses-tu que, en tout cas, pour les gens ici, ce serait plus favorable de le mettre dans une saison plus tennistique, par exemple, qu'elle l'été ou le printemps, mettons? Ben, c'est pas évident, hein. Oui, tu pourrais décaler comment tu accumules tes points, mais c'est relié au système de points. Donc, ils sont un peu pris avec ça. Donc, moi, je trouve que c'est une belle façon de terminer l'année. Mais encore une fois, ça ressemble plus à un événement, à une récompense qu'à un tournoi du plus haut niveau, bien que tu as des matchs de très, très haut niveau qui vont jouer. Et ce qui est intéressant cette année, encore une fois, puis je vous l'avais dit il y a 2 semaines, j'avais très hâte de voir les premiers match-ups. Je vous ai écrit hier d'ailleurs, je m'attendais à un grand match entre Rublev et Nadal. Il n'y a pas eu de match, là. 6-3, 6-4, c'est un walk in the park pour Nadal. Il a à peine transpiré, il a super bien joué. Mais là, tu vois encore que l'écart entre on prend Djokovic aujourd'hui, pareil, une très belle victoire solide. On voit encore que le Big Three est encore une coche au-dessus. Cela dit, les 3 derniers champions ont été relativement des champions surprenants. J'aime ton point, Alexandre. Dans le cas de Dimitrov, Zverev et Tsitsipas notamment, est-ce que cette année, on aura un autre champion surprenant? Et est-ce que ce champion surprenant-là pourrait être Rafael Nadal? Écoute, je pense que les champions des 3 dernières années confirment ce que j'ai dit sur le fait que le tournoi a peut-être moins d'envergure pour un Federer, Djokovic ou Nadal. Nadal arrive en forme cette année. Ils ont une saison light, les gars, donc ils sont pas fatigués. Ils veulent aller chercher d'autres titres d'importance quand même. Donc Nadal a l'air vraiment fort là pour cette année. Mais le fait qu'on a eu effectivement, là, je pense que Dimitrov, c'est la plus grande surprise. Durant les 50 années, là, peut-être Alex Corretja à un moment donné, mais qui avait gagné Roland-Garros, je le crois, cette année-là aussi. Donc, c'était pas tant une surprise que ça. Nalbandian, Alex Corretja. Mais Dimitrov, on voit les 3 dernières années, ben, c'est pas le Big Three, parce que le Big Three ont tout mis sur les grands chelems durant ces années-là. Voilà. Est-ce que Nadal pourrait avoir une motivation supplémentaire de le remporter puisqu'il ne l'a jamais gagné, ce tournoi-là? Oui, tout à fait. Ça manque à son répertoire, à son tableau de chasse. Et je suis certain qu'il est très motivé. Et contre Rublev, on l'a vu, c'était le Nadal des beaux jours, c'était le rouleau compresseur, là. Non, mais tu sais, on parle souvent du débat Federer-Nadal et ça, c'en est un des arguments que les pros Federer pourraient utiliser, c'est-à-dire que Federer, il a gagné plus souvent qu'à son tour le tournoi de fin de saison, ce qui n'a jamais été le cas de Nadal. Nico, tu veux l'enchaîner? Ben, j'allais vous demander, à votre avis, tu sais, je pense qu'en tout cas, ça va jouer probablement entre Djoko et Nadal parce que, comme tu l'as dit, Hugues, la coche est tellement impressionnante que j'ai de la misère à voir qui peut rivaliser sur une séquence de plusieurs matchs avec ces 2 géants-là. Mais dans quel groupe, dans quelle position aimeriez-vous être? Celle de Djoko dans un groupe avec Medvedev, Zverev ou Schwartzmann, ou à la place de Nadal dans un groupe avec Thiem, Tsitsipas et Rublev? Moi, je vais commencer, c'est sûr. J'en ai parlé aujourd'hui à la radio. Je préférerais c'est 2 groupes très forts, mais je pense que la présence de Rublev dans le dernier groupe, pour moi, je préférerais dans le groupe où est-ce que Schwartzmann. Donc, Djoko, le joueur. Zverev. Ouais, je préférerais être dans ce groupe-là parce que de l'autre côté, tu as Nadal qui est quand même tout feu, tout flamme. T'as Rublev qui est le joueur de l'heure dans ce tableau-là. Alors, non, je préférerais être dans le groupe de Djokovic, personnellement. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que le floater dans ce tournoi-là, c'est Medvedev, qui semble avoir une grosse fin de saison. Ce gars-là, si sa tête est au bon endroit, il peut battre n'importe qui. Donc, je pense que Medvedev pourrait être celui qui ferait une surprise. Si c'est pas Djoko ou Nadal, je mets Medvedev tout de suite en 3e là, comme mes 3 favoris. Non, exact. On pourra revenir sur ce tournoi-là. On en fera le débrief la semaine prochaine, messieurs. Avant qu'on se laisse, je vais lancer Hugues sur les juges de ligue. Sont-ils encore pertinents dans le monde du tennis? Ben, on parle souvent que la nécessité est la mère de l'invention ou des inventions. Ben, on le voit cette année avec la COVID. Les juges de ligne sont disparus du terrain et je pense qu'on vient d'assister à la fin des juges de ligne. Je pense pas qu'il y aura. Bon, il y a eu l'événement Djokovic au US Open qui est un autre truc qui est bizarre. Qui ont dit bon, ok, c'est ce qu'il a fait était pas acceptable, mais bon, encore une fois, pourquoi il y a quelqu'un sur le terrain à cet endroit-là? Si ça se passe bien cette semaine. Je pense que c'est la fin des juges de ligne, à mon avis. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose.
il va rester l'arbitre de chaise qui a toujours un rôle à jouer. Je pense qu'il faut quelqu'un sur le terrain avec les joueurs, mais tout le reste peut se faire par vidéo très bien. Il n'y a plus de raison d'avoir un juge de ligne. Parce que c'est un peu dommage en même temps parce que, je suis d'accord avec toi, Hugues aussi, mais je trouve que les juges de ligne, ça fait aussi partie de la game, de cette tradition-là, d'entendre les outs, d'avoir surtout au US Open où les juges de ligne ont une espèce d'habit polo Ralph Lauren absolument phénoménal à chaque année. Je trouve que ça fait partie du jeu, mais en même temps, je veux dire, les arbitres, dans la majorité des sports, sont là parce qu'on a besoin d'un jugement rapide. Je pense au football. L'arbitre, une machine ne peut pas décider sur le vif, est-ce que c'est de l'obstruction? Est-ce que c'est un hors-jeu? Est-ce qu'il a retenu? Mais là, au tennis, c'est pas un jugement, c'est un oui ou c'est un In non. ou out. In ou out. Simplement, il n'y a pas de question de jugement, c'est une véracité qu'on ne peut pas obstiner. Donc, d'avoir la technologie pour, on ne peut pas faire contre, sachant, tu l'as dit aussi, l'importance des moments, l'importance des bourses aussi qui augmentent. On ne peut pas mettre ça entre les mains de yeux humains, là, malgré le fait que ça a fait la job pendant beaucoup d'années, mais pour le moment, on a la technologie nécessaire pour le faire, donc pourquoi se priver de ça? Surtout, comme je l'ai dit, dans un sport où le jugement n'a pas sa place. Exact. Ben, c'est le même débat qu'on a au baseball. Les puristes vont dire que l'erreur humaine fait partie du jeu, mais moi, au tennis, je voudrais pas que l'erreur humaine permettre à un champion de gagner qui n'aurait pas dû être champion. C'est toujours ça. Je pense que les discussions sur des appels d'arbitrage de juges de ligne vont être reléguées au passé, tout simplement. Moi, j'ai un poster de McEnroe dans mon salon. Je vais vous montrer si vous venez voir un jour des années 70, qui est en train de discuter avec un arbitre. Une très, très belle photo en passant. Mais ça va être du folklore maintenant. On peut plus imaginer ce genre de discussion-là, point après point. Elle était in, elle était out. Oui, je pense qu'elle a touché un peu. Non, elle est à 2 mm. C'est pas un appel qui doit être fait par un être humain maintenant. On peut plus jouer sur cette ambiguïté-là maintenant. On va s'ennuyer des Jimmy Connors puis des John McEnroe qui nous ont donné des scènes plus spectaculaires. C'était divertissant, il n'y a pas de doute. Ça, c'est certain. Messieurs, excellent épisode une fois de plus. On se rapproche de la fin de saison. Il reste le tournoi de Londres dont on vient de parler. On va faire un débriefing la semaine prochaine. On va également revenir sur les performances canadiennes au courant de l'année. On va faire un épisode là, débrief de l'année. Et puis, sur ça, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine. Et Nico, comme d'habitude. Bon tennis Hugues, bon tennis Alex, pour ce qu'il en reste, bon tennis tout le monde. Bonne saison intérieure à tout le monde.